Design system in React Native from zero to hero. Ah oui, donc je parle souvent en anglais, donc levez la main si vous comprenez pas. C'est le but que j'explique. Quand j'ai commencé à coder du CSS, j'ai reçu ce conseil-là de Jonathan Snook qui était dans le code CSS pour le page, code for the system. Donc en fait, quand on fait du CSS, quand on faisait du CSS, même toujours aujourd'hui, il faut toujours penser au système et pas prendre une page et je vais faire le CSS de ma page et je passe à une autre page. Penser son interface, enfin coder pour que je puisse dépiler X variations du design. Et ça, c'était en 2007, donc j'ai lu ce bouquin-là qui s'appelle The Art and Science of CSS. C'est toujours d'actualité d'ailleurs, si vous voulez lire. Il est très bien. Mais bon, en fait, le truc, c'est qu'à peu près à cette époque-là, les web développeurs, c'était un peu ça, l'expérience qu'ils avaient du CSS, c'est que c'était le bordel. En fait, on faisait quelque chose, on faisait notre page, bim, on attaquait une autre page, et bim, on pétait la page d'avant, et c'était l'enfer. Qu'en 2010, le problème avec du CSS, c'est que le scope, il est global. On faisait des grilles, système de grilles avec du float, et maintenant il n'y a plus vraiment le cas, mais il y avait plein de navigateurs différents qui avaient un rendu différent, donc notamment Internet Explorer avec Trident, Gecko c'était Firefox et WebKit c'est Google Chrome. Et en 2012, quand j'ai commencé à faire du Ruby on Rails, j'ai découvert Sass, et là c'était folie parce qu'on faisait du pre-processing de CSS. Donc ce qui était cool, c'est que grâce à ça, on avait des variables, on pouvait lister, on avait des mixins, donc c'est un peu comme des fonctions. On utilisait des techniques comme BEM, SMAX ou Atomic Design pour faire notre design. Et du coup, tout le monde était content. En 2015, il y a React Native qui est sorti, et en fait, pour faire du style, c'est le bordel, parce qu'il y a 1000 solutions différentes. Donc soit on fait du style inline, soit on fait du CSS normal, soit on faisait du Sass, soit on fait du plain CSS, donc maintenant en fait on peut faire, je pourrais rajouter Tailwind aussi, soit on faisait du CSS in JS avec toutes les solutions possibles de la Laravel, Style Component et Emotion qui sont les deux principales en fait. Moi vu que je fais du React Native, pour faire du style c'est du CSS in JS. Et donc comment ça marche, c'est qu'on écrit du JavaScript, donc on a des variables et des fonctions pour faire notre style. On fait des composants et on met notre style dans le composant. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle librairie JavaScript, ça va fonctionner. Et devinez ce qui s'est passé. Et bien c'est le bordel, parce qu'il y a plein de trucs qui changent tout le temps. Donc je m'appelle David Leliette, je suis développeur React Native freelance. Du coup, si vous voulez les slides, c'est bit.ly/rn-design et vous pouvez mentionner sur Twitter. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir une palette de couleurs. Comment on fait de la typographie at scale, donc pour que notre app elle grossisse. On va faire du TypeScript, on va utiliser Restyle et vous présenter aussi Storybook. Donc pourquoi? Parce que j'ai envie que vous soyez tous des héros et pas des zéros. Donc j'ai une question avant à vous poser, c'est qui êtes-vous? Et pour ça, vous pouvez scanner ce QR code. En vrai, il y a 4 barres et vous êtes à peu près tous en haut, tu vois, tous stagiaires, ok? Donc je vais vous expliquer comment on fait du coup full screen, c'est où c'est là? Je vais vous expliquer en gros, pour que vous soyez tous des Hulk et pas des Bruce Banner, comment ça marche React Native. Donc en fait, quand vous faites du React Native, c'est en JavaScript, donc vous écrivez du fichier JavaScript, il y a de la magie entre deux et hop, vous avez une app iOS, Android, Web TV, ah, vous avez même un truc, une application pour ce truc là, ou tvOS, ou Apple Watch. À la place de faire des divs, on écrit des views, à la place de faire P, H1, H2, H3, on écrit balise texte, et button, c'est pas des on-click, c'est des on-press. Voilà, c'est bon, vous êtes expert en React Native, voilà. Donc en fait, si vous allez sur le site officiel et que vous regardez la documentation, pour faire du style, en fait, c'est des JavaScript Objects. Donc il n'y a pas de tiret, de dash, c'est des camel case. Donc on écrit background color comme ça. Et donc voilà à peu près comment ça ressemble. Donc là j'ai fait un composant bonjour React Native, là j'ai fait mon app, j'ai fait une view, je mets un style, en style container, et là je mets un background color de cette couleur là. Ok. C'est soit des strings, soit des numbers. Des fois, vous avez des trucs un peu bizarres, genre font. Donc là, vous voyez, border color, c'est 4. Border width, pardon, sorry, c'est 4.
Et la font weight c'est 500, il faut l'écrire en string parce qu'en fait, vous pouvez écrire bold aussi, donc voilà, juste le savoir. La différence entre iOS et Android, c'est que pour les ombres, c'est pas pareil. En fait, sur iOS, on peut écrire Shadow Color, et sur Android, c'est l'Elevation API, parce qu'en fait, sur Android, les ombres, elles sont comme ça, donc il n'y a pas de choix. Voilà. Pour placer les éléments, on utilise Flexbox, et ça utilise une technologie Yoga écrite en C++. Eh ouais. Je sais pas du tout comment ça marche ce truc. Hein. Moi je sais que ça marche, voilà, j'écris Flex. Voilà. Il y a juste des trucs différents, c'est qu'il y a Flex Direction, c'est de base ce sera en colonne et pas en row. Donc le contenu il est un défaut en Flex Start et pas en Stretch. Et Flex Shrink il est à 0 à la place de 1. Bon, ça c'est une habitude à prendre en fait après. Vous savez plus coder des sites internet. Comme moi je sais plus coder des sites web du coup. Pour les images, n'oubliez pas en fait, ça c'est Figma, vous pouvez faire exporter avec 3 résolutions différentes les images. Du coup, sur un iPhone 14 Pro, votre image elle sera pas toute moche, donc faites-le. Hein. Ou un iPad ou une Giant TV, en fait, voilà, il va automatiquement prendre la bonne densité d'images. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la phase 2. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que les designers, ils se battent tout le temps avec les développeurs, alors qu'ils sont dans la même team. C'est quoi ce bordel? En fait, le truc, c'est que vous devez définir très tôt dans votre projet un langage commun. Et donc, ce qu'il a dit, Mark Dalgleish, c'est très bien. C'est que quand on crée un design system, c'est un peu comme adopter Prettier. Vous savez, c'est quoi Prettier? Ok, c'est un truc, en fait, tu as du code, tout moche formaté, tu sauvegardes ta page, boum, ça va tout formater correctement, et pour tout le monde, en fait. Donc, genre, en fait, exemple, ça va ajouter des points-virgules à la fin de la ligne, tu vois. Et en fait, on se dit, bah ok, on met des points-virgules à la fin de la ligne, on met des parenthèses, voilà. Prettier, c'est 7, et du coup, tout le monde, en fait, a les mêmes règles. Et comme ça, il n'y a pas de discussion, genre, oui, mais non, mais moi, j'aime bien les parenthèses. Non, ferme-la, c'est Prettier, boum, et puis au moins, on peut faire des vrais problèmes, tu vois, solutionner des vrais problèmes. Et en fait, en vrai, au tout début, il dit que c'est ça, quand on design, c'est pareil, quoi. Vous devez set des bases, sinon après, bah, c'est le bordel. Vous avez le site des impôts, tu vois. Et donc, comment on fait pour les couleurs? Bah, moi, j'ai reçu cette palette-là d'un designer, et du coup, je fais chelou. Parce qu'il y a green, green light, dark, il y a beige, beige light, mais il n'y a pas beige tout court. Bon, so what? Et après, il y a pétrole, purple, grey. Et en fait, il manque une couleur entre les deux. Bon, ok, mais c'est pas grave, je suis pas designer. Hein. Je vais prendre ce qu'il me dit, parce que lui, il a sûrement fait des études pour ça. Hein. Et go, on va faire notre étape. Du coup, vous commencez à mettre un fichier simple, vous l'appelez couleur. Vous dites que le background c'est cette couleur-là, primary light c'est ça, primary c'est ça. Ah bah ouais, by the way, en fait il manquait rouge pour mettre les messages d'erreur, parce qu'en fait une app, bah, il y a des messages d'erreur. Donc les ajouter. Hein. Après il y a grey, grey dark, transparente. Ok. Bon bah c'est bien, puis après en fait le truc ce qui est stylé c'est que si vous avez votre composant carte, vous pouvez utiliser color.primary. Ok, nickel. Par contre ce truc là c'est que c'est un peu le bordel parce que c'est compliqué à maintenir. Il n'y a pas du tout, il n'y a aucune notion de teaming, donc pour dark mode, light mode ou n'importe quelle variation. Et est-ce qu'on doit utiliser red pour les messages d'erreur? Je sais pas. Le designer il n'avait même pas mis red, du coup, bref. Mais c'est pas grave, on va enchaîner en fait, parce que là ça fait déjà 3 semaines que j'ai bossé sur le projet, j'ai plus le time quoi. Du coup on attaque la typographie. Donc pareil, dans la typographie en fait au début on se dit bah je vais quand même définir des tailles de typographie pour que ce soit toujours les mêmes à peu près. Donc dans mon onboarding screen, ça c'est le screen que j'ai dès que j'ouvre l'application, j'ai du texte, sélectionnez vos intérêts, du coup j'ai dit style.hint, et donc là la taille de mon texte hint, ce sera typographie, base font size, et la couleur ce sera gray dark. Ok. Du coup après en fait en JavaScript je peux faire un truc qui s'appelle le spread operator, et ça c'est pour passer des spreads, passer des valeurs. Donc là j'ai le texte de base
je vais spread text regular et small font size parce que voilà, normalement ça va pas trop bouger. Donc là, pour tous mes textes de base et pour mes titres, voilà, j'ai passé ces valeurs-là. Comme ça, en fait, si je change, et ben, ça va partir, ça va flow dans le... C'est compréhensible. Ça va se déverser, pardon, si je change une valeur, ça va se déverser partout dans l'application. Ok, mais au bout d'un moment, en fait, pour article screen, en fait, il faut que je crée plus de règles pour moins de styles. Parce qu'en fait, là, il y avait une variation pour le header qui était que la couleur, elle était primary, en fait. Du coup, ça commence à être un peu tricky, là. Et puis là, il est vendredi, le designer, il fait hey, j'ai juste un petit changement. Il faut juste que j'ajoute un bouton. Et du coup, là, vous créez encore et encore plus de règles pour écrire encore et encore moins de styles, parce que là, vous avez un nouveau screen qui s'appelle le History Screen, et vous devez lui passer des paramètres d'avant pour écraser en fait une valeur qui a été faite, qui a été définie avant. Du coup, c'est l'enfer. Et si vous faites ce truc-là, en fait, dans 6 mois après, vous avez, comme le film de Christopher Nolan, vous avez 6 niveaux d'abstraction pour trouver ce que... pour travailler en fait sur le composant, pour faire votre design. Et là, j'ai un exemple. Donc en fait, là, je sais pas si vous voyez au fond, en fait, là, le texte, il est aligné à droite. Alors que nulle part, j'ai dit que à ligne 3, le texte, il soit aligné à droite. Et en fait, c'est juste que dans la valeur du container, donc il y avait un truc layout container. Et en fait, c'était la règle qui était définie avant, en fait, qui impactait tout le style d'en bas, en fait. Du coup, là, je suis juste sur un screen, mais imaginez quand vous avez une app gigantesque, qui a une carte, à l'intérieur, il y a un texte, qui à l'intérieur, il y a un bordel, et à l'intérieur, il y a une modale, et puis c'est l'enfer. Donc voilà, faites pas ça, hein. Il y a beaucoup trop de duplication, vous créez de plus en plus de règles pour moins en moins de styles, et les font style, il n'y a aucune logique en fait. Et j'ai même pas encore parlé des spacing et des scroll view, parce que là en fait c'est un screen, vous dites ouais c'est easy à faire ça en React Native, c'est l'enfer. Parce qu'il faut que ça scroll, il faut que quand je... là il n'y a pas d'input, mais si par exemple j'ai un input, et ben, il faut que le clavier il passe par-dessus, et du coup s'il y a un bouton en dessous et que le clavier passe par-dessus, du coup je peux plus submit, c'est l'enfer à faire. Puis ouais, le CEO il dit mais en fait j'ai vu, il y a une autre application, ils ont dark mode. Allez go. Et puis là vous dites non en fait je peux pas, j'ai trop de trucs à gérer. Non. Hop. Du coup, j'espère que vous avez kiffé cette superbe vidéo de cat en slow motion. Alors, on va passer à la phase 3. Donc en fait, vous allez oublier tout ce que j'ai dit avant. Et là, on va faire les trucs sérieusement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par installer Restyle. Donc Restyle, c'est une librairie faite par Shopify. Et qu'est-ce que ça fait Restyle, pardon. Ça force à avoir des type enforced system for building UI. Donc en fait, ça force d'avoir des types pour construire votre interface en React Native et en TypeScript. Et vous dites pourquoi j'ai besoin de TypeScript? Je fais JavaScript, c'est très bien. En vrai, c'est mieux. Utilisez-le. Vous me direz merci dans 5 ans. Ouais, utilisez-le. En fait, en vrai, je vais pas expliquer pourquoi, mais utilisez-le. Ça vous permet aussi, vous allez avoir plein d'aides en fait à la fin de la journée votre code il va réussir à avoir des bugs que vous allez introduire avec TypeScript, ils vont être corrigés en fait directement sans que ça soit envoyé en production. Et donc en fait, en vrai, là j'ai montré un code un peu compliqué, c'est tout rouge parce que j'ai bien typé mes propriétés avant. Je sauvegarde et là ça va devenir tout vert. Et là TypeScript dit ok, je suis content, c'est bon, tu peux travailler avec ce truc là. Donc l'expérience des développeurs est bien, on a les types, on a l'autocomplete et c'est juste au-dessus de JavaScript en fait. On n'a pas besoin d'apprendre au début on n'a pas besoin d'apprendre de nouvelles choses en fait. Et je peux avoir une partie de ma stack en JavaScript et une partie en TypeScript en fait. C'est ok quoi. On peut faire la migration au fur et à mesure. C'est pas genre il faut tout recommencer. Du coup, alors pour Restyle, comment on fait? Donc on a notre application. Le premier truc à faire, c'est qu'on va ajouter un theme provider.
Donc ça c'est un truc en React que vous allez voir souvent si vous avez déjà fait de React. Vous wrappez votre application dedans et après vous avez accès à votre theme. Donc on va commencer par les couleurs. Et comment on fait? Donc il y a des gens très smart qui depuis 2010 qui ont fait ça. Donc ça c'est Bootstrap. Donc comment ils organisent les couleurs Bootstrap? Donc c'est primary, secondary toujours, mais en fait il y a des variants genre 100, 200, 900. Et en fait vous voyez là, donc 100 c'est clair et 900 c'est foncé. Et Tailwind ils font pareil, Evoid Zen System ils font pareil. Hein. Et donc à tous les designers qui me regardent, pourquoi c'était l'inverse? Parce que j'ai essayé, hein, j'ai dit ouais vas-y go c'est pas grave. Et en fait non, faites pas ça parce que c'est l'enfer et tous les designers, enfin tout internet mondial utilise le système opposé, donc non. Voilà. Et donc ça, donc les couleurs on les nomme comme ça. Donc à la fin on fait ça c'est un fichier palette qui spark joy, qui procure de la joie. Et en fait j'ai appelé ça palette comme les artistes peintres, ok? Parce que la couleur et la palette c'est pas pareil. Parce qu'au moins là dans mon fichier j'ai tout mis. Et en fait après quand je crée mon thème, je peux dire bah moi le main background apporte-moi la palette de ce truc là. Surface background ça va être tout ce qui est carte, ça va être ça. Primary ça va être green, secondary ça va être ça. Text ça va être black, text on dark ça va être white. Et là je fais pareil pour icon. Pour les icônes elles vont être cette couleur là. Et les icônes quand il y a un fond qui est sombre, et ben ça va être cette couleur là. Ok. Du coup, et si on a besoin d'utiliser les couleurs dans un composant externe, genre là c'est un dart picker, bah on utilise un hook qui est use theme. Ça c'est pareil, c'est un truc en React, vous allez voir. Ici là, et du coup je peux appeler directement mon theme, et là dans mon thème le text today j'appelle theme.color.primary. Ok, voilà. Et ensuite pour background color, en fait si je veux changer, en fait ici vous voyez ça c'est TypeScript, en fait la magie de TypeScript c'est que ici en fait il sait que primary light je l'ai défini dans mon thème, et en fait quand j'écris background color il va directement aller chercher les valeurs de mon thème. Il y a pas de, enfin ça vient pas de nulle part en fait. Ok. Voilà. Donc ça c'est bien. Donc maintenant on va passer à la typographie. Et donc la typographie c'est un peu comme les maths ou la musique. Je sais pas s'il y en a qui font du solfège. Il y a des règles. Hein. Et on suit les règles. On peut commencer à faire du freestyle. Parce que depuis 2000 ans, il y a des gens qui ont fait ça, hein, on se suit ce système-là et puis c'est tout, on va pas commencer à inventer un système qui n'existe pas. Et du coup, avec Eurystyle, ça s'appelle les textes variants. Et donc vous définissez vos variants au début, donc ça, H1 ça va être cette taille-là, H2 ça va être celui-là, P1 pour paragraphe 1, P2 pour paragraphe 2, S1 pour... une autre variation aussi, voilà, c'est small title, ou je sais pas, débrouillez-vous avec votre designer, vous trouvez un truc qui marche. Et donc vous créez votre composant thème, vous appelez le Shopify, enfin vous créez vos composants, ouais, custom text, pardon, et après vous pourrez appeler vos variants partout. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'avec Freestyle, il va vous dire, ah bah vu que c'est du texte, je peux utiliser couleur, opacité, visible, text shadow, spacing, c'est tout. En fait, je pourrais pas ajouter des règles qui n'existent pas en fait. Chose qu'on peut faire en web, on peut faire n'importe quoi avec... Enfin, on peut mettre n'importe quelle valeur, même si elle n'existe pas en fait, et du coup ça va surcharger notre code pour rien. Là de base, il va dire gros warning rouge et ça va pas marcher. Du coup, pour les variants, donc là vous voyez un exemple en fait. Ici, j'ai besoin de... Hop, voilà. Voilà, vous voyez en fait les mêmes variants H3, et là ça va mettre directement le bon variant ici. Et là en fait vu que j'ai une couleur derrière, je vais mettre text en dark, et du coup il va se mettre en blanc. Ok. Du coup pour le spacing, bah, c'est pareil. Restyle il nous force à faire des spacing, avec des variables de spacing. Et en fait moi j'ai utilisé ce truc là
Ah oui, c'est vrai, sur cette application-là, je bossais avec des Allemands, et donc je comprenais rien à l'allemand. Mais par contre, si un Allemand, je lui montre ça, il va directement comprendre que XS, S, SL, enfin, j'ai pas besoin d'expliquer rien du tout, quoi. Il va comprendre direct que ça c'est plus petit, ça c'est plus gros. Voilà. Et donc pour les views qu'on a vu tout à l'heure, en fait c'est remplacé par box. Et c'est le même délire. C'est que c'est comme le composant texte. On va pouvoir ajouter des valeurs seulement utilisables pour une view. Donc là c'est background color, opacity, visible, spacing, border, shadow et position. Et donc on a toujours aussi l'autocomplete. Donc ici, là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre align content ou justify. Je sais, en fait, en vrai, ouais, message, je sais jamais comment on fait pour aligner verticalement. Je sais plus, je confonds toujours les deux. Du coup, même après 15 ans de dev, en fait, t'oublies tout. Du coup, t'es obligé d'avoir des trucs comme ça, sinon, bah, tu sais plus. Et là, du coup, c'était flex direction row pour avoir le truc en row. Align item, c'est center, je crois. Ou justify content center, je sais plus. Un des deux. De toute façon, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ok. Ah voilà, c'était justify content equals center. Et là, boum, c'est bon. Du coup, et pour faire des custom composants, comment ça marche? Donc là, je vais faire un composant carte. Là, ça peut sembler un peu compliqué, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Vous définissez un type, vous dites que pour mon carte, je vais avoir un variant, je vais avoir tout ce qui est spacing, et c'est tout. Comme ça, en fait, ma carte, je pourrais lui dire que padding, margin, c'est tout. Je pourrais pas lui mettre de shadow ni rien. Du coup, ça force aussi à avoir la team qui fait pas n'importe quoi avec les composants. Et en fait, ici, bah, TypeScript, il a dit oui, t'as pas défini de carte variant, est-ce que tu veux le définir dans le thème? Bah oui. Et du coup, vous allez dans le thème, vous définissez les variants. Et donc là, on a callout et outline. Donc là, on aura une carte avec une bordure et une carte juste avec un background color. Ok. Et là, le CEO, il arrive, il fait je veux du dark mode. Et là, tu bah, vas-y, 5 minutes, c'est fait. Parce qu'en fait, là, je récupère les valeurs du thème. Et en fait, je vais juste mettre l'opposé. Donc en fait, tout à l'heure, texte, c'était black. Donc là, juste à mettre texte, palette white. Et là, texte en dark, j'inverse toutes les couleurs, en fait. Et du coup, en fait, pour super facilement, en fait, je peux avoir un dark mode. Et donc comment ça c'est un hook si vous voulez mettre un switch pour faire un toggle dans votre application, ou si vous faites un truc super smart en React Native, vous utilisez l'Appearance API et en fait ça détecte directement les valeurs du téléphone. Donc en fait c'est mieux parce que quand on fait du natif, il faut toujours que l'interface ce soit la même que ce que l'utilisateur utilise, quoi. Et pareil pour les tailles de police, bah merde, et ben elle augmente 120% parce qu'en fait elle voit pas. Du coup, c'est important de respecter ça, tu vois, sinon ça rend fou. Voilà, mais par contre la marketing team elle dit toujours ouais putain je comprends pas, refactor tout le code, mais par contre tout est super, c'est toujours long en fait, je comprends pas. Pourquoi je veux juste mettre un bouton, pourquoi ça prend 3 semaines? Et ça en fait en React Native, en faisant de l'application mobile, c'est hyper compliqué. C'est pas comme une page web où je partage une URL et go, je peux avoir le rendu. En fait les flows ils sont super compliqués. Genre là dans mon profile, pour aller pour voir que la photo est updated, il faut que j'édite, que je clique là, que je launch l'app, voilà, tout un bordel à faire. Et en fait à chaque fois je dois retester tout le flow et c'est l'enfer et ça prend 1000 ans. Du coup, en 2017, il y a Tom Coleman qui a dit faut faire un truc qui s'appelle le Component Driven Development. Et vous commencez par faire votre composant. Une fois que tous vos composants sont faits, vous pouvez faire des UI complexes. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire des composants qui sont indépendants. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait un tool qui s'appelle Storybook. Et Storybook, comment ça marche? Donc là, en fait, vous avez un exemple d'application, vous prenez un composant, vous allez le mettre de façon isolée, vous pourrez tester toutes les variations. Et donc, exemple, là, je vais montrer celui de Airbnb. Mais c'est pareil en React Native, là, vous l'avez en version web, mais en React Native, c'est pareil. Donc là, c'est le site d'Airbnb. Et donc, en fait, si vous regardez les alertes, voilà, là, vous voyez une alerte sans bouton. Là, vous voyez sans icône. Là, vous voyez
avec un bouton. Là, vous voyez avec un contenu. Et là, avec un autre contenu. En fait. Et si vous ne faites pas ça, bah, en fait, c'est l'enfer. Vous ne pouvez pas débugger tous vos cas différents. Surtout en plus en application mobile, il faut gérer les states de loading, d'erreur. C'est hyper compliqué à refaire. Du coup, voilà. Utilisez Storybook. Comment ça marche? Vous prenez cette commande-là. Ensuite, après, vous ajoutez les types TypeScript. Et dans votre application, vous mettez un composant qui s'appelle Toggle Storybook. Et voilà, c'est un peu compliqué, mais vous lui dites si je suis en dev, tu me l'affiches, sinon. Ah oui, là, ici, ouais. Config show storybook. Et du coup, après, vous mettez juste une variable d'environnement, show storybook, true or false. Et quand vous lancez votre app, ça va lancer votre storybook ou pas. Voilà, et comment ça ressemble? Ça ressemble à ça en vrai. Donc là, vous voyez, j'ai toutes les palettes. Et en fait, en dessous, ouais, là, on peut voir directement tous les différents styles du bouton. Là, je peux voir si le bouton il est actif, disable, tout ce truc-là. Avec une icône, oui, non. Voilà, voilà. Du coup, et un truc aussi que vous pouvez faire, c'est si vous développez votre application, ça c'est plus pour faire du end-to-end testing. Vous pouvez mettre ici, là vous voyez, en fait, je suis dans une map, du coup c'est chiant d'avoir les datas. Vous mettez juste un debugger, du coup ça va poser votre code où vous avez écrit debugger. Et en fait, après vous faites copie le nom de votre variable, donc là c'est collection. Et en fait, après, ça va copier vos data en JSON. Et en fait, après, vous pouvez les coller. Et là, en fait, vous avez des data pour travailler dans votre storybook. Et que vous pouvez aussi utiliser pour vos fichiers de test end-to-end. Avec un truc qui s'appelle Testing Library. Bon, ça, je ne vais pas en parler, mais c'est bien aussi, il faut le faire. C'est un autre niveau de test, en fait. Là, ce que j'ai parlé, c'est plus du test visuel. Testing Library, c'est plus pour tester le comportement. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, si vous avez survécu à ça, vous savez que vous devez utiliser TypeScript parce que c'est bien. Restyle, c'est une très bonne solution aussi. Ça vous force à avoir des bases solides pour pouvoir faire des grosses applications. Et après, on a vu que Storybook, c'est bien pour travailler plus rapidement à scale. Ça prend un peu plus de temps au début, mais en fait, après, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc maintenant, vous êtes ready pour assembler vos applications comme des héros. Donc je vais vous laisser avec ça. Codez pas votre CSS NGS pour le screen, codez toujours pour le système. Pensez avoir, c'est un gros système complexe qui va évoluer sur le temps en fait. Chaque release, moi en fait là, chaque fois qu'il y a une release tous les ans, il faut faire des ajustements parce que comme par hasard, là la gestion de la caméra avec les permissions sur Android, c'est pas pareil. Du coup, si vous n'avez pas de storybook qui teste tous les flows de oui, est-ce que j'ai la caméra activée, oui, non, c'est l'enfer. Voilà, si vous intéresse, j'ai écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Road to React Native. Et donc j'ai une question pour vous. Quelles étaient les parties les plus compliquées de ce talk à comprendre? Bim. La partie sur laquelle tu